Il fallait évidemment sur Boursorama qu'on vous parle de cette étude très instructive qui vient de sortir, le Crédit Suisse. C'est intéressant, qui passe en revue en fait le rendement des actions et des obligations aussi depuis 1900, depuis plus d'un siècle. Et alors autant c'est positif quand on regarde le rétroviseur, autant sur l'avenir, ça l'est un petit peu moins. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Pas de doute là pour le coup, depuis 119 ans, les actions ont battu largement tous les autres actifs financiers. C'est intéressant qu'ils aient fait le calcul. Le rendement réel net d'inflation, c'est 5% par an pour les actions, 2% pour les obligations. Le match est plié. Eh oui. Sauf que, à travers l'histoire, il y a eu évidemment des périodes où les détenteurs d'actions ont connu, comme on dit, des frissons glacés. Des épisodes, d'ailleurs pas si anciens, je ne vais pas revenir à 29, hein, mais on a eu... mais malgré 29, malgré toutes les crises depuis 120 ans, c'est du 5%. Il a fallu attendre 20 ans après 1929 pour que les actions redeviennent positives. Ouais. Là où c'est moins intéressant, là où pour le coup c'est plus discutable, la surperformance des actions par rapport aux obligations, depuis 1969, c'est intéressant, alors je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette année-là, mais il y a match nul entre les actions et les obligations, c'est un peu plus de 4%, 4,5% de rendement par an net d'inflation. Oui, parce que 1969 a correspondu à l'époque à un pic de marché d'actions. Je crois que c'est d'ailleurs en 1969 qu'on avait eu la plus longue série de semaines de hausse dans l'histoire de marché qui fonctionnait. Alors avec des bons hommes, fait de chair et d'os. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Bon, et le problème c'est que depuis 2000, les actions sont, c'est ce que nous dit Crédit Suisse, nettement moins profitables. Les obligations battent, encore une fois, en termes de rendement, les actions. 4,5 pour les obligations par an net d'inflation contre 2,5, contre 2 par an pour les actions. En même temps, j'ai envie de vous dire, on a connu 2 cracks. Mais le résultat, c'est que les obligations, depuis 20 ans, quasiment 20 ans, font mieux que les actions. Elles font mieux que les actions, c'est vrai. Alors, il y a eu cet épisode extraordinaire, quand même, de 91 à l'an 2000, où les actions ont effectué un grand rattrapage. Époque bénie des dieux. Bénie des dieux, qui a un petit peu consolé de cette espèce de langueur qu'on avait connue depuis 1975. À partir de 81, on se souvient que les marchés obligataires se mettent à grimper très fortement, puisque là, on culmine à 18% de taux d'intérêt aux États-Unis, et on décide d'écraser la bête immonde de l'inflation. On se rappelle de Paul Volcker montant les taux, etc. Donc, et pour ceux qui sont rentrés à ce moment-là sur les obligations, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est 38 ans de hausse. Et d'ailleurs, on est revenu là, à l'instant où on se parle, on est à 0,44, 0,45 sur l'OAT, on est à 0,06, 0,05 sur le Bund et toutes les échéances. Le 10 ans allemand, le 10 ans, voilà, le 10 ans toutes français. les autres maturités sont en rendement négatif, ce qui veut dire que symétriquement, effectivement, la valeur nominale de l'obligation est au plus haut depuis quand? Depuis novembre 2016. Et c'est intéressant parce que novembre 2016, c'est juste avant l'élection de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on se dit à l'époque? On se dit, on monte déjà depuis 2009, ça fait 7 ans qu'on grimpe, qu'est-ce qui va encore nous permettre d'allonger le cycle de hausse? Donc les obligations se détendaient beaucoup en prévision d'un épisode de ralentissement économique qui est, j'ai l'impression, aujourd'hui exactement ce qu'on avait l'air d'anticiper à fin 2018. Ouais. Alors ce qui est intéressant, encore une fois, on reste dans l'étude là, mais sur 10 ans, les Crédits Suisses nous disent que sur les 10 dernières années, alors c'est vrai que les chiffres parlent dans ce sens-là, mais ils nous disent quoi? Ça a été anormalement profitable pour les marchés actions. En même temps, c'est vrai que le CAC a doublé, le Standard & Poor's 500 a quasiment triplé sur 10 ans. Et le CAC aussi. Hein? Et le CAC aussi, parce qu'on dividendes réinvestis. Et voilà. Voilà, mais on se dit que c'est vraiment anormal, c'est vraiment aberrant parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on part d'un point bas aussi post-bear market avant 2009. Donc il faut voir aussi comment on prend le point d'entrée. Hein. Bien sûr, il faudrait prendre la moyenne effectivement sur par exemple 20 ans. Donc on est effectivement très très bas en mars 2009. Très vite, dès l'été 2009, on a renoué avec la moyenne historique, il faut s'en souvenir. Hein. On a connu une des périodes de hausse les plus rapides. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul point de comparaison
avec ce qu'on connaît depuis le 27 décembre dernier sur les places européennes et les États-Unis, le seul épisode où on a vu les marchés monter aussi vite et en aussi peu de temps, c'était effectivement déjà la période mars à mai 2009, puis ensuite l'été 2009. Ouais, sauf que là, en croire Crédit Suisse, ça va pas continuer, parce que et là, c'est là où ça se gâte, et c'est là où, pardon, on expliquait un peu le rétroviseur, mais quand on regarde devant, le Crédit Suisse nous dit qu'en substance, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Ils nous disent qu'en gros, dans le futur, les indices boursiers, parce que les taux vont rester bas, il ne faut pas s'attendre à renouveler ce qu'on a connu. On fera 3,5 d'après le Crédit Suisse, où effectivement, de rendement sur les actions. Parce que les taux d'intérêt vont rester bas, c'est pas un peu court comme argument, ça? Parce que qui dit taux d'intérêt bas dit justement les boîtes peuvent s'endetter pour investir pas cher. Bon, le raisonnement du Crédit Suisse, franchement, il est quasiment inattaquable. Ça semble marqué par le sceau du bon sens. Le sceau du bon voilà. sens. Alors maintenant, la terminologie Crédit Suisse en disant on a grimpé anormalement depuis 2009, il faudrait aujourd'hui définir ce que c'est que la normalité. Pour un gérant japonais, depuis 1992, qu'est-ce que c'est que la normalité? Ce sont des marchés de taux entièrement pilotés par la Banque centrale. En mars 2009, c'est la Fed l'annonce, elle prend les commandes. Et à l'époque, on nous explique que c'est exceptionnel. Donc là, on est dans des stratégies tout à fait expérimentales, un peu à la japonaise quand même, quantitative easing. Et on nous dit, ça va être temporaire. On s'est cassé la figure de la falaise, on a les deux jambes cassées, faut mettre des plâtres, etc. Et puis, on va revenir à la normale, le jour où on retirera les plâtres, où le marché aura fait sa rééducation. Sauf que là, on enlève un peu les béquilles, on se rend compte que le malade, il marche, il claudique un peu. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on marche depuis 2009 sur des prothèses monétaires. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas ça la nouvelle normalité? Un marché avec des prothèses monétaires à vie, jusqu'au jour peut-être où on saura greffer de nouvelles jambes de chair et d'os. Mais pour l'instant... À la japonaise, c'est ça. Pour l'instant, la normalité... beaucoup de gérants qui ont commencé en 2008-2009, j'en ai connu. Ça fait quand même déjà maintenant... presque 10-12 ans qu'ils sont sur le marché. Ils n'ont jamais connu une hausse de taux en Europe. Jamais. Alors évidemment, on a eu l'exemple américain ces 2 dernières années, mais pour beaucoup de gérants occidentaux ou japonais, la hausse de taux, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est bien les banques centrales qui orchestrent ça. Et Crédit Suisse a raison de l'indiquer. Et on n'a pour l'instant aucun signe que les choses vont changer, puisque la BCE nous annonce, quelque part, on croit comprendre qu'il n'y aura pas de hausse de taux avant 2020. Mais des taux bas, c'est pas 2021. bon pour les actions, encore une fois. Parce que ce que nous dit, encore une fois, Crédit Suisse, c'est que le meilleur est derrière. Mais des taux qui sont bas, encore une fois, c'est pas bon pour les actions, tant que les croissances bénéficiaires sont au rendez-vous. Hein. Alors, les taux bas, évidemment, mécaniquement, augmentent la prime des actions par rapport à des obligations qui ne rapportent rien de toute façon. Donc, quand une obligation rapporte 0, une action, même si elle fait 1%, elle fera toujours mieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que permettent les taux bas? Elles ne permettent pas aux entreprises d'investir. De racheter leurs actions. Elles ont rarement aussi peu investi. Ça ne permet pas. C'est le paradoxe, ça, quand même. Et donc là, depuis 2 ans, depuis la taxe réforme de Trump, on a une espèce de quantitative easing bis de 850, 900 milliards de dollars par an, 70 milliards de dollars par mois en moyenne. Mais on sait que c'est une moyenne qui est un peu distribuée, puisque quand les cours sont bas, les entreprises sont tentées de racheter plus. Donc elles vont peut-être faire sur les 800 milliards, elles vont peut-être faire déjà 250 milliards au premier trimestre. Et c'est cette masse qui se substitue en fait à des épargnants qui ne sont pas du tout là, puisqu'on est toujours sur des flux négatifs sur les actions. Donc voilà à quoi sert l'argent gratuit, il sert à racheter des actions. Et ce qui signifie qu'en fait, les entreprises... ça soutient les cours, ça. Bien sûr que ça soutient les cours, mais on est dans un marché totalement mécaniste. Ça ne soutiendrait pas dans le futur aussi, alors je ne prétends pas le contraire. Je dis simplement qu'on est toujours dans ce cadre de prothèse monétaire. Mais là où il faut qu'on se méfie, c'est que quand une entreprise s'endette, et la plupart d'entre elles s'endettent, à part peut-être des Apple qui ont de la trésorerie pléthorique, beaucoup d'entreprises, elles, s'endettent pour racheter leurs propres actions. Donc la rentabilité du dividende augmente, oui, les taux sont très très bas, mais en fait,
les entreprises sont aujourd'hui elles ont largement dépassé leur niveau d'endettement de 2008, alors qu'en ce moment, tout va bien. Ouais. Elles n'ont pas besoin de finir leur fin de mois. Puisqu'on parlait de rentabilité, on va finir là-dessus, mais c'est intéressant parce que la rentabilité des entreprises aussi, c'est intéressant, c'est même le problème de fond. Crédit Suisse nous dit en gros, cette rentabilité des entreprises a dépassé son haut de cycle. Et quels sont, les signes qui vont dans ce sens? Et à supposer qu'effectivement la profitabilité soit amenée à décliner, rien ne dit qu'on va aller vers une récession des bénéfices, mais peut-être vers une forme de normalisation des croissances bénéficiaires. On finit là-dessus. C'est le scénario de l'horreur. Alors bien sûr, le Crédit Suisse a une fois de plus raison de souligner qu'on est au-delà des niveaux historiques de bénéfices et même de haut de cycle. Oui, parce qu'il y a cette composante buybacks qui est fondamentale, puisque je crois que ça représente aujourd'hui 2/3 du dividende, enfin de la fraction supplémentaire qui est distribuée par rapport à la croissance naturelle des profits. Donc, quand on est à 2/3 d'effet buybacks et 1/3 d'effet économie réelle, il reste le tiers. Donc, mais le pire n'est pas non plus à redouter. Encore une fois, c'est pas ce que dit Crédit Suisse. Le Crédit Suisse dit en gros, on ne connaîtra plus à l'avenir des croissances telles qu'on a eu depuis 10 ans. Et en gros, on aura 3,5, c'est ça, net d'inflation sur les prochaines années. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de 2016, quand les marchés obligataires étaient à des rendements extrêmement bas. Parce qu'en 2016, on était déjà au-delà également de la rentabilité. On se disait, on est sur des bénéfices, on ne pourra pas refaire ça en 2017 et encore moins en 2018. Et puis il y a eu le miracle Trump. Voilà. Mais qui n'a pas vocation à se reproduire. Parce que les finances américaines ne le permettent pas aujourd'hui. Mais c'est justement cette masse de dette que porte l'État américain, donc le contribuable américain, plus cette masse de dette qui excède de très loin les sommets de 2008 pour les entreprises, on est en fait dans une situation qui est pire que ce que le Crédit Suisse décrit. C'est une situation extrêmement malsaine. C'est-à-dire que même si les taux sont à zéro, pour une entreprise, quand il faut rembourser encore plus à la fin de chaque mois, il faut quand même qu'il y ait une croissance du chiffre d'affaires, si possible une croissance des bénéfices. Or aujourd'hui, la masse à rembourser, même si elle ne coûte pas, même si l'argent ne coûte rien, il faut quand même, à la fin du mois, faire un chèque pour rembourser les créanciers. Et là, il faut une expansion économique qui ne sera pas là. Alors vous voyez un peu l'effet de ciseau, si on a une croissance effectivement qui se contracte et que vous avez des échéances pour les entreprises qui, elles, s'amplifie. Et à côté de Philippe Béchade, le Crédit Suisse passe pour un indécrottable optimiste. Merci en tout cas pour ces commentaires et analyses signées Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.